Selon une des narratives maîtres qui a régné dans les sciences sociales depuis les années 1990, introduit par le sociologue turc Şerif Mardin, la laïcité turque était imposée à la société religieuse civile par la nouvelle République turque. Il maintenait que l'alliance avec les sectes et communautés religieuses pendant la guerre d'indépendance était cassée unilatéralement et délibérément par Kemal Atatürk après la victoire. Atatürk avait fait un contrat stratégique de partenariat avec les cheikhs qu'il déjà savait qu'il ne retiendra pas dans le futur. Le fondateur de la moderne République turque disait que, je cite, « La Turquie ne peut pas être un pays des cheikhs, des derviches, des disciples, des membres. La secte ou la voie la plus vraie, la plus authentique est celle de la civilisation. » Mais quelle civilisation? La réponse est, je cite, « celle qui est la plus développée dans une époque donnée. » Fin de la citation. Donc, suivant la philosophie fondatrice, la Turquie moderne ne s'identifiait pas comme un État religieux. Au lieu de conserver la monarchie et le califat, elle les avait supprimés pour adopter la laïcité française. La narrative libérale de Şerif Mardin a maintenu que la laïcité turque n'était pas libératrice, au sens de libérer des individus de la pression des communautés religieuses qui écrasent l'individualité. Au contraire, il était une répression qui annulait la possibilité de l'expression sociale et politique des communautés religieuses. Il a regardé les sectes religieuses comme des sociétés civiles qui médiaient entre les individus et l'État, et il a compris la décision de les supprimer comme une manière de forcer les individus à obéir aux demandes de l'État. Il y a aussi une autre critique, ce qui est en fait plus historique et ancien, de la laïcité comme une aliénation culturelle, un déni de soi-même, une imitation de l'autre, de la France en particulier et de l'Occident en général, comme si la laïcité n'accorderait pas avec la culture musulmane conçue comme une essence ahistorique et inchangeable. Donc les objections disaient que le contrôle de la religion par l'État laïque n'aboutit pas à la création d'une société d'une part démocratique et libre et d'autre part authentique dans sa différence culturelle. La nouvelle République turque se tâchait de créer une société séculaire, c'est-à-dire une société dans laquelle les citoyens ne font pas leurs décisions concernant la vie quotidienne uniquement sur la base de leurs croyances religieuses. Les citoyens séculaires pourraient pratiquer leur religion, mais ils vont aussi prendre en compte des autres formes d'argumentation rationnelle, scientifique, morale, philosophique, politique, en déterminant leur réalité et en choisissant un plan d'action. La religion doit être sous le contrôle de l'État pour que l'on puisse créer cette culture séculaire. Pour atteindre cette fin, on a institué la présidence des affaires religieuses. En fait, on a beaucoup souligné que cette institution est paradoxale. Plus précisément, il y a une contradiction à avoir une présidence des affaires religieuses dans un État laïque, car, par définition, la laïcité veut dire la séparation entre l'État et la religion. La religion, en tant que contrôlée, serait en effet dans l'État et il est toujours possible que la balance de pouvoir change dans une démocratie avec le changement de pouvoir politique. Comment saurait-on combien de concessions l'État devrait-il faire à la religion au cours de l'histoire de la modernité et si, en fin de compte, la bureaucratie religieuse ne s'emparerait pas plus de pouvoir qu'il ne doit pas avoir dans l'État. Idéalement, dans un système laïque, l'État et la religion devraient être autonomes, indépendants l'un de l'autre. Quelle est donc la nécessité historique de créer une telle institution dans un État laïque? Deux questions se posent. Premièrement, est-ce État laïque a été d'un point de vue historique vraiment laïque? Était-il dans une distance égale aux citoyens qui avaient des différents credos religieux? Si la réponse est non, si les citoyens qui ne s'appellent pas turcs
et sunnite musulmane n'étaient pas favorables aux yeux de l'État, un écart se formerait entre la caractérisation de l'État comme laïque et la pratique actuelle de la laïcité. Les pratiques ne seront pas laïques si l'État se sent plus sécure en habilitant les citoyens qui ont une certaine identité religieuse et ethnique et s'il est menacé par d'autres différences. C'est parce que historiquement, en fait, en Turquie, le citoyen standard qui a joui de l'opportunité égale, l'égalité de l'opportunité, est un musulman sunnite qui a adopté un style de vie séculaire ou bien un citoyen qui doit se nier et se réprimer pour passer comme un musulman sunnite que la laïcité pouvait se concevoir comme un système injuste basé sur la perpétuation d'une certaine forme de pouvoir social et politique. Deuxièmement, a-t-on besoin de l'aide de l'État pour organiser la vie religieuse? La réponse à cette question dépend des conditions sociales et économiques dans lesquelles des peuples sont différemment situés dans de divers contextes géopolitiques. En Turquie, certains scientistes sociaux, par exemple Iştar Gözaydın, disent que les gens ont besoin de l'intervention, la soutenance d'État pour pratiquer leur religion. Par exemple, les mosquées devraient être bâties, les imams éduqués pour la possibilité d'une société religieuse musulmane sunnite. Il se peut que les gens eux-mêmes ne possèdent pas les ressources pour financer des services religieux. Et même si une société est suffisamment riche pour payer ses services religieux, il est possible que l'État ne désirerait pas qu'elle soit indépendante, car elle peut utiliser son pouvoir social comme une influence politique sur le fonctionnement d'État. Et comment saurait-on si, dans une société civile, qui se compose d'une pluralité de communautés religieuses qui fonctionnent comme des réseaux économiques et sociaux et tentent d'habiliter et de soutenir leurs membres en les rendant plus avantageux dans l'acquisition des moyens de subsistance et des opportunités d'enrichissement, si au moins quelques-unes de ces communautés ne demanderont pas de contrôler l'État. Et si elles ne sapront pas la possibilité de vivre une vie séculaire quand elles capturent le pouvoir politique. Le système laïque avait des problèmes en Turquie, mais il a réussi à créer une vie séculaire. La mise en question de ce système se fait après le changement dans la balance des pouvoirs, l'effondrement de l'Union soviétique, la montée du néolibéralisme aidé par des régimes militaires et des états d'émergence. On doit aussi mentionner la contribution des transformations qui se sont faites dans la théorie politique et le discours philosophique. Plus particulièrement, la critique de la modernité et de son universalisme au nom d'une politique d'identité que l'on souhaiterait qu'elle serait émancipatoire et libératrice. Le discours qui représentait la laïcité de l'État turc comme victimisant les musulmans est une narrative qui crée un ressentiment réactif. En Turquie, l'islamisme était d'abord une courant de pensée, un mouvement qui se réfléchissait sur la possibilité de sauver l'Empire ottoman d'un effondrement. L'islamisme était défavorisé après la fondation de la République. Necip Fazıl Kısakürek était l'écrivain le plus troublé par cette chute de l'islamisme et dans ses écrits, il a vraiment créé un ressentiment envers la nouvelle République qui représentait une interruption avec la monarchie et l'État religieux. Même s'il y a d'autres figures intellectuelles dans l'histoire de l'islamisme, Necip Fazıl a été l'ancêtre le plus éminent qui a donné le ton émotionnel de ressentiment et de rancune à l'islamisme tardif dans son rapport à l'État laïque. Ici, on peut se rappeler de Nietzsche qui avait souligné que le ressentiment soit un sentiment qui appartenait à ceux qui étaient faibles, ceux qui ne se trouvent pas dans une position ou situation dans laquelle ils peuvent se faire entendre et accepter. Ce sentiment de ressentiment ne se manifestait pas dans l'esprit du peuple. Il était plutôt intellectuellement construit sans avoir un corrélat dans la réalité sociale. Autrement dit, les citoyens ordinaires turcs ne se complaignaient pas
de ne pas vivre dans un état religieux. Ils étaient plus concernés avec leurs intérêts socio-économiques et désiraient de vivre une vie meilleure. La partie de justice et de développement d'Erdogan a reçu le support du peuple, tout d'abord parce que dans les municipalités qu'elle avait gagnées, que la partie a gagné, les officiers servaient le peuple vivement en solvant leurs problèmes concrets dans les quartiers. Cependant, l'islam pouvait se présenter comme une manière alternative d'être moderne et les jeunes femmes avaient commencé à changer leur apparence publique en mettant un foulard islamique pour participer à la vie publique. Ce style nouveau était une façon de s'identifier et un choix politique de défier les normes prévalentes de genre. L'État qui s'appelle laïque les a vus comme des activistes et refusé leurs admissions aux universités. Littéralement, elles ne peuvent pas normalement entrer les universités et suivre les cours. Au cours de ce processus, les gens ordinaires pouvaient être persuadés par les islamistes que la laïcité soit un régime oppressif. Donc le foulard islamique a fonctionné comme une concrétisation, une réalisation tardive d'une émotive historique, le sentiment formatif de ressentiment que l'on trouve dans la littérature islamiste. Depuis 2006, il y avait des groupes féministes qui ont décidé d'accepter la lutte des jeunes femmes pour mettre le foulard islamique et de les soutenir, tandis que les autres groupes féministes ont continué à voir leur mouvement politique comme essentiellement visant à saper la liberté des femmes de ne pas être engendrées par les normes de la religion qui provenaient des interprétations patriarcales des hommes. En effet, la lutte pour la liberté de mettre le foulard islamique et l'exclusion soufferte de la part de l'État laïque a renforcé un changement de perspective dans le monde occidental qui a abouti à une transformation de l'image de l'islam dans la personne du nouveau gouvernement. L'effort de la part du gouvernement turc pour que le pays devienne un membre de l'Union européenne aidait aussi à cette nouvelle reconnaissance européenne de l'islam associée à la partie de justice et développement comme modérée, libérale et respectueuse de la démocratie. Cette image a radicalement changé pendant les événements de Gezi en 2013 avec la suppression autoritaire des protestations de la décision d'Erdogan de transformer un espace public au centre de Taksim à Istanbul qui historiquement symbolise la modernité séculaire turque à un centre commercial. À Taksim comme à Çamlıca, Erdogan a construit des mosquées massives et colossales pour mettre en relief un spectacle assertivement islamique de la ville. La colossalité des mosquées était une monstration de pouvoir arbitraire qui ne doit pas prendre en compte les conseils des architectes, des urbanistes et d'autres défenseurs de rationalité. Donc il donnait l'image d'un chef omnipotent qui peut faire n'importe quoi qu'il voulait. Cela montre aussi que, après la résolution du problème politique de foulard islamique, une politique de l'identité religieuse était encore en pleine force. La partie au pouvoir désirait que la religion soit un motif fort pour les électeurs. Mais les gens ont des aspects différents de leur identité. Cette multiplicité dans les électeurs est difficile de prendre en compte et de se rapporter. Il est plus facile de les réduire à une seule catégorie d'identité qui facilite de négocier avec eux. Mais pour réduire les électeurs à leur identité religieuse, il faudrait se donner la tâche d'élever des générations religieuses. Donc en agissant comme un populisme qui se nourrit de la polarisation, le pouvoir politique s'est engagé à approfondir le clivage entre le religieux et le séculaire. Éventuellement, par une assez complexe stratégie à plusieurs étapes, le ministère de l'Éducation a imposé d'anneaux en bois aux écoles, sans ouvrir la stratégie au débat public et sans faire intervenir aucune rationalité autonome, un enseignement des cours de religion qui commence à un jeune âge et qui, d'une manière répétitive, dure pendant 12 ans du début de l'école primaire jusqu'à la fin du lycée. Le travail sur les enfants et le travail par les imams de la présidence des affaires religieuses sur les gens ordinaires qui allaient aux mosquées pour faire de la prière aspire à créer des citoyens religieux. Et on peut la concevoir comme une ingénierie sociale par le moyen du système d'éducation et des réseaux étatiques pour la régulation des sermons, du prêche synchronisé partout dans le pays. Les mosquées sont devenues des moyens de la transmission de l'idéologie officielle, des lieux où
des lieux où la spiritualité se mêle sans cesse à la dévotion partisane, donc des usines de la production de l'accord avec le pouvoir politique. Je ne peux pas aller dans les détails de cette histoire des changements légaux accomplis pour transformer les écoles publiques au lycée Imam Hatip. L'éducation séculaire, donc des lycées normaux, est transformée en un bien assez cher à consommer. Au lycée Imam Hatip, l'éducation séculaire est transformée en un bien assez cher à consommer auquel les gens qui appartenaient à la classe moyenne ne peuvent pas accéder. Seulement les riches peuvent envoyer leurs enfants aux écoles non Imam Hatip, et même dans ces écoles que je présente comme plus séculaires, les cours de religion sont obligatoires et ils se diversifient et leur nombre s'augmente. Est-ce que j'ai un peu plus de temps? D'accord. Les ministres d'État ont commencé de tomber de plus en plus sous les ministères d'État ont commencé de tomber de plus en plus sous le contrôle des communautés religieuses. Les positions bureaucratiques sont données à leurs membres en violant les critères de capacité et de mérite. En effet, les questions s'étaient chaque fois volées. Les candidats qui réussissaient dans ces tests étaient éliminés par les entretiens oraux. Même dans les universités, les positions académiques se distribuaient par les décisions faites dans les communautés religieuses. Il s'avère que les sectes qui se réclament de soutenir leurs membres vivre une vie morale faisaient tout pour discriminer positivement ou favoriser leurs membres afin de les faire parvenir aux positions sociales et économiques privilégiées. Ils fonctionnent comme des organisations qui soutiennent leurs membres pour les utiliser après pour exécuter leurs décisions et plans. Et comment ces injustices et immoralités se justifient-elles? Évidemment, elles se justifient par la présence d'un fin moral supérieur. Si la fin est bonne, les moyens sont justifiés. Parmi ces moyens sont inclus le mensonge, la déception, le vol et la capture de ce qui par droit appartient à l'autre. Ici, nous sommes dans un plan où toute déception est acceptable de point de vue religieux. Pour quelle fin? La destruction de l'État laïque et de la démocratie. Merci beaucoup.